Bonjour à toutes et tous, bienvenue aux rencontres 7e art Lausanne. On a le plaisir pour cette rencontre avec Irène Jacob d'être accueillie par l'EJMA, l'école de jazz et de musique actuelle de Lausanne. Ce qui tombe bien parce qu'on va commencer avec Irène Jacob par parler de musique. Effectivement, bonjour. Bonjour. Irène Jacob, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Et c'est vrai que dimanche, dans le cadre de ces rencontres, dimanche à 20h, vous serez à la Fondation Michalski à Montricher pour présenter une création musicale, Où es-tu, que vous avez élaboré avec la musicienne Keren Anne, un projet qui est né à distance pendant le confinement au printemps 2020. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de ce projet, être à distance et tout à coup le besoin quand même de créer ? C'est vrai que c'est à l'image de beaucoup de créations qui se sont faites pendant le confinement. Il y a eu ce rebond, en fait, où beaucoup de gens, finalement, même comme le Théâtre de Vidi, a fait 5 créations pendant ce confinement. Elles attendent toutes de sortir, elles sont dans cette attente. Et pour Keren Anne, c'était bien sûr l'annulation de toute une longue tournée. Pour moi aussi, on s'était déjà retrouvés pendant le premier confinement. Maintenant, on parle du premier et du deuxième, ça commence à devenir un peu, mais pour échanger sur Instagram des poésies et de la musique. Parce que je faisais partie, pendant le premier confinement, d'un groupe qui appelait des gens au téléphone, qui avaient demandé d'être appelés, et pour leur dire des textes pendant une demi-heure au téléphone. C'était un groupe qui dépendait du Théâtre de la Colline à Paris. Je sais que d'autres théâtres l'ont fait, comme le Théâtre de la Ville. C'était une façon de tenir parole, de tenir un lien, quand même, de rester là. Et puis aussi, finalement, pour beaucoup de comédiens qui faisaient ça bénévolement, c'était une façon aussi d'avoir encore, un échange qui soit de chercher un texte, de le dire, et puis peut-être de le trouver dans sa plus grande simplicité. Allô ? Oui, vous avez demandé à être appelé, qu'est-ce que vous voulez que je vous lise ? J'ai quelques poèmes que j'ai choisis qui me parlent dans ce moment pour avoir une conversation. Ou je proposais aussi Retour à Reims, puisque je l'avais joué, je venais de le jouer. Je proposais des textes de Nathalie Sarraute, et les gens faisaient leur choix, on en parlait. Et donc, de ces textes... certains dimanches, j'ai retrouvé Keren Anne qui, elle, tous les jours, faisait une heure de concert sur Instagram. Et on échangeait poèmes, musique, mais aussi quelques nouvelles. Chaque semaine, il s'était passé quelque chose. Alors, de ces nouvelles-là, venait aussi une chanson et un poème. Et un jour, un ami, Nicolas Boilamy, nous a dit « Mais il faudrait faire un spectacle de ça. Il s'appellerait « Où es-tu » Parce que c'est une question que beaucoup de gens se disent en ce moment. Tu es où ? On est séparés, en fait. On est loin. On est parfois loin de ses parents. On est parfois loin de ceux qu'on aime. C'est assez cruel, parfois à vivre, quand on aimerait se voir. Ça paraît long. Et donc, de se dire, comment est-ce qu'on peut créer du lien ? Pour moi, la poésie, ça me semblait évident dans le sens que c'est pas souvent qu'on se dit tiens, je vais ouvrir un livre de poèmes et commencer à lire des poèmes. C'est pas quelque chose qu'on fait peut-être naturellement. Beaucoup de gens se disent oh, la poésie, c'est quand même compliqué, c'est pas pour moi, j'ai du mal à me concentrer. Il y a parfois un petit, une résistance pour pas mal de personnes. Pour la musique, ça paraît plus évident, on le sait. Enfin, on écoute une musique à la radio le matin, elle vous porte la journée, tout de suite. Eh bien, quand tout d'un coup quelqu'un a choisi un poème, le dit, on peut recevoir comme ça, comme une capsule de sens qui va vous toucher on ne sait pas où, avec surprise en fait. Et donc je m'attachais beaucoup à ces poèmes, je suis très contente qu'on ait trouvé avec ce spectacle une façon de dire et de la poésie et de la musique et des histoires personnelles sans en faire une espèce de collage, mais de faire quelque chose qui soit comme un voyage dont on est souvent privé en ce moment, mais un transport de sens, un transport amoureux, un transport de se déplacer et d'aller à la rencontre de quelqu'un avec des mots, avec de la musique. Donc ça me touche beaucoup parce que je crois que ces poèmes à moi m'ont beaucoup apporté, que la musique m'apporte beaucoup aussi, elle peut vraiment changer ma journée. On en parlait aujourd'hui, on disait que
on écoutait une émission de Jacques Derrida, le philosophe Jacques Derrida, qui parle du cinéma en disant le cinéma, c'est peut-être l'art de faire revenir les fantômes. Parce que c'est vrai qu'on va voir un film, on est là, on a passé une journée, on est crevé, et puis tout d'un coup, on est saisi. Et on ne savait pas qu'on allait être saisi, on est surpris. Et puis on commence à penser à des choses qu'on est surpris de penser. Et puis voilà, c'est tous ces fantômes qui reviennent. Et il disait, voilà, c'est l'art de faire revenir les fantômes. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une période très fantomatique. Parce que, bien sûr, toutes ces choses sont fermées. Il y a toute une vie dont on est coupé, dont on se souvient, dont on se dit, ah oui, comment c'était? C'est vrai, quand on pouvait s'embrasser comme ça, sortir, quand on pouvait voir des spectacles. Heureusement, ça va revenir bientôt. Et puis, quand on pense aussi à tout ce qui, pour tant de vies, a été brisé. Donc, voilà, ces fantômes-là. De se dire, tiens, ben voilà, ce spectacle, en tout cas, il parle aussi de ce moment, finalement, d'essayer de récupérer des mots, de récupérer des chants, de récupérer du lien, de chercher. Et c'est vrai que dans ce projet, on est aussi accompagné par la chorégraphe Joëlle Bouvier, qui est une chorégraphe merveilleuse et suisse, et qui est là aussi ce soir, comme Kerenan, et ça me touche beaucoup, puisque c'est vrai qu'on est dans une masterclass où on ne peut pas recevoir de public. Et je me sens soutenue par les quelques personnes qui ont pu voilà, être ici, et Dieu sait si c'est... voilà, c'est important aussi qu'on sait qu'on maintient ce lien, quoi qu'il arrive, et formidable que ce soit de cette façon, si ça peut le permettre. C'est vrai que ce qui est très intéressant dans cette création, qui a été finalement créée sur scène avant que vous la présentiez ici dimanche, qui a été créée à la Maison de la Poésie, à Paris, vous parliez de poésie, c'est vraiment la musicalité des mots et de la poésie. Il y a de la musique, il y a vos deux voix qui parfois s'entremêlent avec celle de Kerenan, de l'anglais, du français, et j'ai l'impression que vous jouez vraiment de votre voix comme d'un instrument de musique finalement, même au-delà simplement du texte et de la poésie. Oui, c'est vrai que dans la poésie, il y a vraiment beaucoup de musique. Une musique, la musique de l'âme aussi, la musique du cœur. Quelqu'un qui le fait divinement en ce moment, c'est Jean-Louis Trintignant que j'ai eu la chance de rencontrer sur le film Rouge et que je vais visiter régulièrement dans le Sud quand j'y suis. Et il m'inspire en tout cas beaucoup quand je pense à ses poèmes. Je sais que, je sais à quel point il travaille ses poèmes. Il dit, moi je les enregistre peut-être 200 fois. Enfin, je sais que pour lui, aujourd'hui, de pouvoir monter un spectacle de poèmes, de poésie, c'est un grand ami qu'on a, de pouvoir avoir des poèmes dans sa poche, comme une chanson d'ailleurs. C'est un accompagnant, et ça, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on peut essayer de transmettre à ce moment-là dans un spectacle. Alors évidemment, je le dis, c'est un spectacle au début qu'on voulait évolutif. On se disait, on pourrait changer de poème, on pourrait se dire, comme au Café de la Gare, tiens, je viens de découvrir ça, on va le dire. On voulait chercher aussi des paroles de poètes d'aujourd'hui, qui puissent se rencontrer avec des poètes peut-être du siècle dernier, de différentes cultures. Et ça, c'était important aussi Mais on ne peut pas non plus improviser trop parce qu'il y a des droits. Il faut aussi qu'on obtienne les droits. Alors, on s'est très vite rassemblés autour de poèmes de Bukowski, qu'on aimait beaucoup. C'était des poèmes qui parlaient parfois du miracle simple d'être assis dans une pièce minuscule et de boire une bière. En écoutant le bruit du frigo, et que c'était aussi extraordinaire que d'être revenu sain et sauf d'une douzaine de guerres. Cette façon de se dire, on est en vie, on est là. Et puis de cette façon aussi de dire, dans un autre poème de lui, il y a un oiseau bleu dans mon cœur qui veut sortir, mais je lui dis, reste là, je ne veux pas qu'on te voie. Et puis il y a cet oiseau bleu qui veut sortir. Et puis bon, il met du whisky dessus, il fume des cigarettes. Voilà, cette relation qu'on a avec tout ce qui aurait besoin de sortir en ce moment, et puis que, voilà, on est assez fiers même de pouvoir contenir en soi, mais qui aimerait sortir, et qu'on ne sait parfois plus comment faire sortir. C'est vrai que dans le jeu,
il faut essayer d'arriver à avoir à cet accès-là, de se dire comment je vais faire sortir cette émotion. Et on fait un va-et-vient assez constant dans ce qu'on appelle les répétitions, d'essayer d'accéder à ces émotions, avec des images, avec des souvenirs, avec peut-être l'indication d'un metteur en scène, avec nos partenaires. Mais parfois, il y a des émotions qui sont un peu verrouillées, qui sont un peu fermées. Il faut aller les chercher, c'est pas facile. Et voilà, donc Bukowski. Puis alors, il y avait aussi évidemment des poètes résistants comme Éluard et Desnos, parce que j'ai été frappée de voir à quel point ces poètes résistants parlaient souvent avec beaucoup d'espoir. Et dans ce moment où beaucoup de gens perdaient espoir, je me dis c'est important de voir à quel point, de toute façon, l'espoir doit être plus fort, quoi qu'il arrive. Et puis que la vie doit être forte aussi. Et puis il y avait ensuite une poétesse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Germaine Kouméalou Anaté, qui est togolaise. On ne va pas pouvoir la dire ici à Lausanne parce qu'on n'a pas encore créé ce parti du spectacle, elle viendra plus tard. Et elle est incroyable parce qu'elle dit que... Donc elle a mon âge, elle est togolaise et elle dit « Moi, je fais toute mon écriture, enfin, c'est pour indexer tous les systèmes qui sont onirophagiques, par néologisme, c'est-à-dire qui bouffent les rêves des gens. Qui bouffent, alors ça peut être les violences évidemment faites aux femmes, elle se bat beaucoup pour ça. Ça peut être aussi les systèmes qui empêchent des sociétés de s'épanouir. Et voilà, je trouvais important j'aimais, elle a un langage très fort, très direct, très très belle musicalité dans sa langue aussi. Et j'ai trouvé je pouvais pas le trouver, j'ai pas pu trouver de recueil pour ces poèmes. Ils sont pas édités en France, ils n'étaient pas édités non plus à présence africaine. Mais bon, j'ai pu quand même les trouver, voilà, et puis on va se débrouiller, mais je suis contente de pouvoir du coup avoir cette scène-là pour les dire. Bon, il y en a plein d'autres comme ça, André Chédid, et puis Kerenan qui est là aussi, qui va pouvoir ici vous parler après-demain des musiques aussi et de ce choix-là, comment Léonard Cohen ou Bourvil ou des morceaux de Kerenan vont pouvoir répondre à ça. Et voilà, c'est... C'est vrai qu'on parlait de musique, de jouer ensemble, vous parliez avec les partenaires, vous avez évoqué Trintignant. Est-ce que vous diriez finalement que les comédiens, que ce soit au cinéma ou au théâtre, cet art du collectif, les comédiens sont comme des instruments au sein d'un orchestre qui doivent jouer la grande partition, qui est celle du metteur en scène, de l'auteur, et que voilà, il faut jouer ensemble et pas les uns contre les autres pour faire sortir cette partition. Il y a un peu ce parallèle, vous pensez ? Moi, je le sens vraiment comme ça. J'aime bien cet aspect interprète, en tout cas. C'est-à-dire qu'on arrive, on a étudié un rôle, on y a pensé, puis il y a un metteur en scène qui est là, ou un réalisateur. Il y a toute une équipe, si c'est sur un plateau de cinéma, il y a une lumière, il y a des partenaires, il y a le cadre de la caméra. Et on va jouer avec ça, en fait. On est un big band et on doit trouver sa partition ici. Parfois, c'est nous qui menons, parfois, on est là pour accompagner. Ça, c'est trouver sa place, en fait. Est-ce qu'on est dans un chœur à ce moment-là? Est-ce qu'au contraire, on est leader? Enfin, est-ce qu'on doit... Est-ce qu'on doit aller lentement? Est-ce qu'on doit, au contraire, tracer? En tout cas, puisque vous parlez de cinéma, j'ai travaillé avec pas mal de metteurs en scène qui ont composé leur musique avant le film. Avant, ça se faisait beaucoup comme ça. Puis maintenant, peut-être les choses se font différemment. On demande plutôt aux compositeurs de venir après. Mais c'est vrai que, de nouveau, bon, un des premiers films que j'ai fait, donc mon premier film, c'était Au revoir les enfants, avec Louis Malle. Vous êtes pianiste. Voilà. Je disais souvent que c'est grâce à la musique que j'ai pu rentrer dans le cinéma, puisqu'il fallait savoir jouer un morceau de Saint-Saëns et accompagner un grand musicien qui s'appelle Ami Flammer. Et donc voilà. Donc ma préparation du rôle a été d'apprendre ce morceau.
Et puis, j'ai été très surprise d'abord, très honorée de rencontrer Louis Malle. Je ne m'attendais pas du tout à une rencontre de cinéma comme ça. Et il disait justement que Au revoir les enfants était peut-être... Il avait fait beaucoup de films sur le non-dit, sur tous les tabous de la société, que ce soit l'inceste, que ce soit la dépression, l'adultère. Et là, c'était effectivement... Oui, aussi sur la Gestapo. On lui a beaucoup reproché, donc voilà, il est parti. Et là, il revenait avec un film où il disait c'est peut-être pour faire ce film-là que j'ai voulu faire tous ces films. Alors c'est intéressant parce que je crois qu'un réalisateur en fin de carrière, mais enfin, il avait une grande carrière déjà derrière lui, de se dire tout d'un coup, peut-être que c'est toujours la même question que je pose dans mes films. Et peut-être qu'aujourd'hui, je vais pouvoir voir cette émotion de moi, petit enfant, puisque Au revoir les enfants, c'est l'histoire de lui quand il était enfant, même si c'est ensuite une fiction. Hein. Quelle question je pose, en fait, et que j'ai toujours posée sur d'autres sujets. Alors, quand j'ai entendu comme ça un réalisateur le dire, j'ai entendu d'autres le dire, je me suis dit, moi, qu'est-ce que c'est comme question? Est-ce que je pose une question? J'étais un peu... Je n'étais pas sûre d'avoir une réponse, en tout cas. Mais... il y a bien quelque chose qui déclenche au début l'envie de faire ce métier, de raconter une histoire, et que ce sera toujours la même histoire qu'on va raconter. Pour moi-même, je pense vraiment, que c'est vraiment pour... j'ai eu envie de raconter des histoires avant même de connaître vraiment beaucoup le cinéma ou de voir le théâtre. Mais je crois vraiment que que les histoires ont été tout de suite très nécessaires pour moi. De sentir une histoire pouvait d'abord m'aider à comprendre ce que je sentais, et puis aussi de pouvoir raconter une histoire à quelqu'un et de le sortir du trou dans lequel il était. Je dis ça parce que, pas le trou, mais j'ai eu des trous noirs dans ma famille, des dépressions, et je pense que raconter des histoires, c'était une façon, d'être dans le vivant, de raconter des choses, de remettre un peu de vie, de feu. Tu es vivant, tu es là. Je dis ça parce que je ressens souvent ça, finalement. Je me rends compte que, quoi que je raconte, j'aime bien cette notion-là, de devoir... réveiller quelque chose, de devoir, de trouver par les films, par les histoires qu'on raconte, le fait de toucher quelqu'un, d'avoir cette émotion-là. C'est vrai que vous avez grandi à Genève, en partie, dans l'environnement du CERN. Votre père était physicien. Ouais. C'est peut-être d'être aussi comme ça, dans une famille peut-être scientifique, justement, cartésienne, quelque chose de science qui vous a donné envie, ce besoin de fiction, de se raconter des histoires, de s'échapper. Vous faites en parallèle peut-être avec ça? Alors c'est vrai que j'ai grandi à Genève parce que mon père était physicien au CERN et qu'il s'est beaucoup... c'est une période extraordinaire pour le CERN. On avait découvert qu'il y avait la théorie du Big Bang qui était confirmée. L'univers avait donc bien commencé. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors, toutes ces questions faisaient que c'était vraiment un endroit extraordinaire, le CERN à ce moment-là, et que les physiciens étaient tous des gens très originaux. Parce que pour penser la physique quantique, il faut penser déraisonnablement. Comme on dit, votre théorie n'est pas assez folle pour être juste. Alors ça, c'est les choses que je retiens par rapport peut-être pour le jeu. Ou alors, il y a cette très belle loi de l'univers qui est toute simple, que tout le monde connaît, mais qui est extraordinaire, de dire que l'infiniment petit rejoint l'infiniment grand. Si on veut comprendre ce qui se passe aux confins de l'univers, il faut qu'on aille au cœur de l'atome, au cœur de la matière, et là on trouvera les mêmes lois qui peuvent expliquer les années-lumière, les milliards d'années-lumière, cet univers-là. C'est l'accélérateur à particules qui recrée le Big Bang, les conditions de la création.
de l'univers. On ne recrée pas tellement le Big Bang, en fait. Beaucoup de gens ont cette idée, puis ils ont un peu peur. C'est plutôt qu'on essaie d'éclater la matière encore plus petit, pour essayer de voir encore plus petit, et de voir comment ces particules se conduisent. Il y en a certaines, parce que... Alors, que l'infiniment grand rejoigne l'infiniment petit, c'est une loi extraordinaire. Ça veut dire que moi, quand je regarde les étoiles, je ne suis pas étranger au ciel et au reste. Et en plus, ça rejoint beaucoup le théâtre et le cinéma et le jeu, de se dire que plus je serai personnelle et plus je serai sincère et que je trouverai ma façon d'être jalouse ou ma façon d'être inquiète ou ma façon d'être en colère, même si elle ne ressemble pas tout à fait à ce qu'il faudrait que ce soit, eh ben, ça sera ma façon d'être de pouvoir toucher le plus de personnes possible, le plus universel. Et ça, c'est un conseil que on trouve beaucoup dans l'acteur studio, évidemment. Mais c'est aussi quelque chose que Krzysztof Kieślowski m'avait dit quand on avait travaillé sur La double vie de Véronique. Il m'avait dit, voilà, c'est un film qu'on peut dire qui est un peu poétique, puisque là, il n'y a pas une grande narration. Mais justement, quand on fait quelque chose de poétique, il faut être très très réaliste, autrement tout d'un coup ça devient... enfin, il faut rester vraiment dans quelque chose de très incarné. Et il m'a dit, il faut que tu sois vraiment personnel, que tu me trouves plein de gestes que tu fais, des actions que tu fais quand tu es seul. Il faut que tu sois très personnel, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir toucher beaucoup de gens. Alors, aujourd'hui, mon fils, il veut être comédien aussi, donc je lui dis aussi, et c'est vrai que c'est chouette de savoir ça, que voilà, l'infiniment petit ou l'infiniment intime rejoint l'infiniment chinois, voilà, enfin, l'infiniment brésilien, enfin que voilà, de toute façon, si on est sincère, on peut aller au-delà des frontières, au-delà du temps. Justement, pour parler de Kieślowski, comment s'était fait la rencontre? Vous avez évoqué Louis Malle, après il y a eu Jacques Rivette aussi pour La Bande des Quatre. C'est justement, il vous avait vu dans les films de ces grands cinéastes et tout, c'est ça qui l'avait intéressé vous? Oui, en fait, c'était... donc, je suis arrivée à Paris, j'avais fait une école qui s'appelait la Rue Blanche, qui était une école nationale qui durait 3 ans. Ensuite, je me suis dit, oh là là, j'avais adoré effectivement l'école de théâtre avec les comédiens. Et on faisait le théâtre comme on le voulait, comme on le rêvait. On découvrait ensemble Brecht, Tchekhov. On allait beaucoup au cinéma. Et puis tout à coup, je me suis trouvée à sortir de l'école et je suis allée sur des castings où je rencontrais des projets qui n'étaient pas tout à fait à la hauteur de tout ce que j'avais. Ça y est, j'étais prête. Je me disais, mais c'était tellement plus chouette ce qu'on faisait à l'école. Enfin, j'avais envie de folie, en fait. Parce qu'on faisait du théâtre dans la rue, on répétait dans le métro, on faisait des choses qui nous touchaient, qui nous bouleversaient. Tout d'un coup, on se retrouvait parfois sur des plateaux un peu ah, vous avez votre CV, ouais, vous ressemblez pas trop à la photo. Enfin, je veux dire des choses qui n'étaient pas... Et alors là-dessus, tout d'un coup, j'ai eu la chance de rencontrer Louis Malle. J'ai vraiment eu de la chance. J'ai rencontré d'autres personnes avant lui qui m'ont beaucoup touchée. Et là, j'ai rencontré le cinéma tel que je ne l'avais pas imaginé, même que je puisse le rencontrer. Donc j'étais vraiment très heureuse. Et grâce à une casting directeur qui s'appelait Margot Capelier, qui était une femme extraordinaire, qui connaissait tous les acteurs, qui avait travaillé avec Carnet, qui avait travaillé avec Prévert, enfin... Et donc... après, Au revoir les enfants, elle m'avait appelée et puis elle m'avait dit je vais te mettre sur 2-3 choses. Et elle m'avait mis sur des choses que j'avais adoré faire et que j'étais super contente. Et c'est elle qui m'a proposé, entre autres, on a fait j'ai fait 2 après-midi d'essai avec d'autres comédiennes pour faire le rôle de La double vie de Véronique. Mais c'est vrai que c'est grâce à Au revoir les enfants. Parce que c'est ce film-là qui, alors que je n'avais pas un très grand rôle, mais qui m'a quand même permis de rencontrer Margot Capelier, qui m'a permis de rencontrer des réalisateurs par la suite. Et c'est vrai que La double vie de Véronique et ce film, quand on le revoit encore d'une délicatesse assez rare, beaucoup de silence, un peu sur le fil de la musique. Vous jouez en double rôle, il y a cette séquence fameuse chant contre chant où vous vous regardez vous-même finalement. Or, et dans le but, ça a été un tournage finalement quand même assez difficile parce Kieślowski, on sait que c'était quand même quelqu'un d'assez exigeant, voilà, de rigoureux. Ouais. C'était difficile quand même le tournage, vous diriez, pour arriver à tant de grâce et de poésie à l'écran?
Ouais, bah, si on devait... C'est vrai que il m'est arrivé souvent de présenter ces films dans des écoles de cinéma, mais c'est vrai que La double vie de Véronique, c'était un film qui... il a fait 15 montages différents de ce film. Il disait que c'était la première fois que ça lui est arrivé. C'était vraiment un genre de film où s'il mettait la première scène à la fin, ça marchait aussi. S'il la mettait au milieu, ça marchait aussi. Donc c'était très difficile, il y avait trop de liberté. Il y avait 2 femmes, encore cette notion de duo en fait, 2 femmes qui ne se connaissent pas et qui pourtant ont l'impression de dire tiens, je me sens pas seule. Pour lui, c'était important de se dire que, pour rappeler le contexte, les frontières venaient de s'ouvrir. Et donc l'Europe s'ouvrait. C'était inimaginable de rencontrer un réalisateur polonais à cette époque-là. Et donc, imaginez une Française et une Polonaise dans leur vie séparée. Et puis il disait, quand on est seul, quand on se sent seul, parfois on se sent très accompagné, très porté dans la solitude, et parfois on se sent complètement abandonné. Alors il disait, ce sont des intuitions, ce sont des sentiments. On ne peut pas parler de ça au cinéma. Comment filmer des intuitions au cinéma? Ce réalisateur avait vraiment fait beaucoup de films sociétals, avait fait même des films parfois politiques, beaucoup de films qui étaient censurés, il avait fait beaucoup de documentaires. Et voilà qu'il voulait maintenant essayer de travailler sur une intuition très difficile à filmer finalement. On se sent parfois abandonné ou porté. Donc il avait imaginé ces 2 personnes qui, peut-être, pourraient expliquer. C'est un poème. Il se trouve que sa fille avait 18 ans, ça lui faisait certainement très plaisir aussi d'écrire un rôle pour une jeune femme, en pensant à sa fille. Et alors oui, c'était difficile, mais je garde un super bon souvenir de... Je garde un très très bon souvenir. Quand c'était difficile, parce que en fait, lui, il était polonais, il avait travaillé pendant tellement longtemps avec la censure qu'il était habitué à travailler de façon très rapide, avec très peu de pellicules, très peu de prises, et dans des conditions qui étaient toujours difficiles. Et je crois qu'il avait fait de ces difficultés une grande amie. Et donc, il ne me mettait jamais toujours dans le confort. C'est-à-dire que parfois, on commençait tout de suite par des scènes très, très dures ou pas très émotives. Il me disait, mais oui, mais Irène, écoute, tu as choisi ton métier. Et j'y pense souvent maintenant parce que... Enfin, j'y pense souvent parce que... quand les gens disent, oh ben ouais, mais quand même, c'est dur. On se dit, ben oui, et pourquoi ça serait facile après tout? Enfin, l'idée, c'est... Bon, ben ouais, bien sûr, on se dit, ah, ça serait sympa s'il faisait pas froid, ah, ça serait chouette s'il n'était pas 4 heures du matin, ah ouais, ça serait super si je ne venais pas de voyager pendant 12 heures d'avion et que je me retrouve à jouer. On joue en fait avec tous ces états-là, ça ne se passe jamais... On imagine que ça va se passer facilement, mais on doit jouer avec la fatigue, avec le froid, avec parfois la tension, parfois un grand mal de ventre. C'est comme ça que Bergman a fait tous ses films, d'ailleurs, avec beaucoup de mal de ventre. Enfin, c'est-à-dire qu'on est aussi des corps physiques et émotionnels, et qu'on doit trimballer avec cette histoire. Parfois, quand je fais des scènes avec beaucoup d'émotions, ensuite, je peux ressortir vraiment... Oui, moi j'étais très heureuse. Quoi qu'il arrive, j'étais très très heureuse. C'était pour moi un bonheur. Mais c'est vrai qu'on parle de jouer, voilà, ce terme en français qui est différent que les termes américains to act, to play. Il y a toujours cette question de jeu quand même. Quand on joue, il faut garder ce souvenir de l'enfance, du jeu, de la première fois. Enfin, il y a toujours quand même ça, au-delà peut-être des difficultés, des épreuves, d'avoir toujours ce plaisir du jeu un peu qui ramène à l'enfance. Bah, le plaisir, ouais, et l'envie aussi. On a eu envie de faire ça et c'est ça qui doit, ce feu-là en fait, qu'on doit conserver et qu'on retrouve grâce à de nouvelles aventures qui nous réaniment. Ouais, c'est vrai que, alors c'est l'enfance, parce que je pense que quand vous dites enfance, peut-être que c'est aussi l'enfance qu'on a en nous, peut-être même l'infantile. C'est-à-dire pourquoi on est très jaloux pour quelque chose qui n'a aucune raison, quoi. Ou pourquoi est-ce qu'on est très en colère parce que, pour une raison qui n'en a pas, ou pourquoi est-ce qu'on peut... Tout ça, ce sont des sentiments forts dans une pièce ou dans un film, parce que tout d'un coup, on sent à quel point on est marqué par des émotions qui sont tellement plus anciennes que celles
des 2 dernières années, quoi. En fait, on est toujours mu par des espèces de tsunamis ou d'émotions qui viennent de bien loin, ou de blocages aussi. Donc oui, l'enfance. L'enfance, parce que dans cette enfance-là, beaucoup de choses, ce sont déjà l'ADN, en fait. C'est notre façon d'apprivoiser le monde ou de le comprendre était là. Ensuite, évidemment, on peut travailler avec ça. On fait des gammes, on avance, on évolue. Ouais, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a un élan dans l'enfance, en tout cas, et dans les émotions quand elles sont à l'état infantile, en tout cas. Ouais. Il y a du coup peut-être comme ça des rôles, comme celui de Véronique, qui a forcément été marquant pour vous comme pour nous spectateurs, desquels il est plus difficile parfois de sortir. Il y a après certains rôles une phase de deuil quasiment à avoir à la fin d'un tournage. Oui, je crois que vous avez raison. J'aimerais bien... J'ai essayé de ne pas l'avoir et je l'ai eu. C'est vrai. C'est sûr que pour moi, ça a été comment dire, il y a des chocs quand même. Je dis ça parce que, par exemple, la première fois, en tout cas, quand la première fois que j'ai participé à un film ou à une pièce de théâtre et puis que c'était la fin, on se dit « Ah, mais c'est terrible, ça se termine ». Enfin, il y avait cette idée que, tout d'un coup, on s'est tellement investi comme ça qu'on ne se rend pas compte que ce sont un projet puis un autre et ça, on va passer, en fait. On va être nomade aussi, on va avancer. Mais pour la double vie de Véronique, en tout cas pour cette rencontre-là, ça a été un choc pour moi. Un choc de culture, un choc de comment voir les choses, un choc... je crois qu'on ne m'avait jamais parlé de cette façon aussi intime. Parce que ce que je remarquais, c'est que c'est comme si j'avais un langage émotionnel que je ne connaissais pas, auquel j'étais conviée, en fait, évidemment, dans ce film, mais auquel je me prêtais comme une interprète, parce que ce n'était pas le mien. Mais bon, j'étais contente de l'interpréter, parce qu'il me faisait aller plus loin. Mais c'est vrai que ça a été ensuite... j'étais toute étonnée d'avoir fait ce que j'avais... fait ou dit ce que j'avais dit. Et dans ma vie, en fait, j'en étais pas là du tout, donc j'étais un peu perdue, en fait. Où est-ce que moi j'étais enfin, c'est vrai que pourtant je me suis dit non, mais je sais ce que je vais faire, mais je crois que bien sûr qu'il y a des moments où on est chamboulé par un rôle. On est chamboulé surtout quand il arrive avec un choc. Un choc d'une nouvelle émotion. Et heureusement d'ailleurs, finalement, qu'on soit si chamboulé, qu'on ne passe pas toujours si facilement d'une aventure à l'autre. Aujourd'hui, comme j'ai l'habitude d'avoir terminé des expériences que pourtant j'aimais beaucoup. Alors il y a des acteurs, par exemple, que je connais, qui eux ne disent jamais au revoir. Le dernier jour du tournage, ah ben il est où Willem? Ah, il est parti. On sait qu'il est parti, voilà, il n'aura pas dit au revoir. Il y en a d'autres, au contraire, qui vont se répandre, et ça va être des heures. Et aussi, bon, moi je ne sais pas dans quoi je me situe exactement, mais en tout cas, j'aime bien ne jamais penser à la fin, juste avant le dernier clap, parce qu'autrement, moi, je me dis non, je ne peux pas me dire, tiens, c'est la fin et on fait cette scène, ou bien... Et même pour une pièce de théâtre, quand c'est la dernière, je ne peux pas me dire, oh, c'est la dernière fois que je vais dire... non, autrement, je ne suis pas... Je peux plus... Mais par contre, on a ce côté de devoir vivre des dernières fois, comme on l'a dans la vie, mais de le faire d'une façon collective, comme ça. Et après une expérience au théâtre ou après une expérience au cinéma, d'abord, les quelques jours qui suivent, on est encore très porté, parce qu'on est porté par non seulement le projet, mais aussi l'énergie du groupe. On a été ensemble et l'air de rien, on a cumulé toutes ces énergies et on est porté de tout ça. Et puis, après 3, 4, 5 jours, tout d'un coup, on se retrouve tout seul, en fait, sans le projet, sans le groupe. Et voilà, il faut retrouver... sa propre énergie. Il y a un petit moment, effectivement, de rééquilibre. Rééquilibre à trouver. Voilà, bon, bien sûr, maintenant, je suis maman, je suis aussi heureuse aussi de rentrer, de voir mes fils, ils m'ont manqué. Enfin, je me réjouis aussi de revenir à ma vie, bien sûr. Mais puisqu'on parle de choses aussi telles qu'on le ressent dans l'enfance,
bien sûr que même si je suis tellement heureuse de rentrer dans ma vie, de retrouver, voilà, il y a des choses qu'on quitte. Et puis il y a des aventures qui nous ont transformés, heureusement. C'est vrai que par rapport à des comédiens ou comédiennes qui restent sur une certaine gamme peut-être de rôles, vous avez cette chance d'avoir fait de la comédie, du drame, du thriller, d'avoir tourné avec des grands auteurs européens, on en a cité, aussi Angelopoulos, Antonioni, d'avoir tourné aux États-Unis avec Schrader, avec Paul Auster. Il y a aussi cette idée justement, après certains films, de choisir le suivant, je ne vais pas dire en réaction ou contre, mais de faire totalement autre chose pour justement retrouver ce plaisir de la première fois à chaque fois. Il y a aussi cette idée, au bout voilà, d'une dizaine d'années de carrière, de construire vraiment sa filmographie. Bah, j'aimerais bien vous dire oui, et puis c'est pas tellement le cas dans le sens que, bien sûr, il y a des moments où vous parlez un petit peu comme si j'avais ça de scénario devant moi, et je me disais, bon, alors, je passe très bien. C'est pas tout à fait le cas, en fait. Il y a des moments où on reçoit beaucoup d'offres, d'autres où on en reçoit moins, mais il y a aussi des moments où ce qu'on reçoit vous est assez ciblé. Parce que, comment dire, ça m'arrive souvent que quand on me propose quelque chose, c'est quelque chose, justement, je comprends pourquoi on me l'a proposé et que je peux avoir envie de faire. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où, dans ce métier du cinéma, il faut aussi financer les films, où il y a des moments où on est tout à coup amène de pouvoir financer beaucoup de films parce qu'on vient de faire un grand succès. Et à ce moment-là, on reçoit énormément de propositions, tout azimut. Parce que tout le monde a besoin d'acteurs qui puissent financer le film. Dans ces moments-là, effectivement, le choix est nécessaire et d'être aidé aussi. Vers quoi tu vas aller, qu'est-ce que tu veux faire. C'est vrai que moi, j'ai souvent choisi par le cœur, en me disant, voilà, parce que j'avais rencontré le réalisateur, parce que j'avais envie de faire ça, ou quitte à se tromper, hein, finalement. Mais c'est juste que, voilà, c'était comme ça qu'on l'a ressenti. À vrai dire, un scénario, c'est pas toujours facile à lire. On peut très bien se tromper en lisant un scénario. On peut ne pas entendre ni l'humour, ni la vie, ni la grâce de quelque chose. De rencontrer une personne, c'est beaucoup plus, comment dire, on a beaucoup plus d'informations. Enfin, on sent déjà comment on se sent avec cette personne et cette sensibilité va faire aussi le travail qu'on va faire ensemble. Donc, plutôt les personnes que le scénario. Et puis, voilà. C'est vrai que si j'avais le choix, par exemple, là, je me disais souvent, ah ouais, j'aimerais bien, en ce moment, ce que j'ai pas encore joué, c'est vraiment faire un personnage. J'étais proche de le jouer, ça m'a beaucoup amusé, puis ça s'est pas fait. Mais un personnage, soit avec beaucoup d'autorité, ou beaucoup de... comme peut-être un personnage aussi confronté à des choses comme, je sais pas, comme... un commissaire ou un juge d'instruction ou flic ou même des personnages qui soient peut-être aussi doubles. Je trouve qu'en ce moment, moi, je suis assez choquée par tout ce que je reçois à la télé de présidents complètement débiles, de choses impossibles enfin, vraiment, ça nous a marqué, très difficile. Enfin, le passage, que ce soit Trump ou Bolsonaro, enfin, des choses où on entend des choses, pour en citer que quelques-uns, mais, eh bien, cette parole si... on appelle ça l'égoïsme vertueux, enfin, où on prône l'idée qu'on peut être égoïste et que c'est juste et que finalement... très dangereuse quand c'est certainement mal employé. Et bien parfois de faire un personnage comme ça, ce que j'ai pas joué jusqu'à présent, mais foncièrement égoïste, vraiment juste parce que. Mais alors quand même avec esprit. J'aime bien quand les personnages ont de l'esprit. Ça m'amuse beaucoup. Il faut qu'il y ait de l'esprit. Je dis ça parce que comme on a envie de jouer aussi, il faut qu'on ait envie de jouer la scène. C'est-à-dire qu'on aime bien, justement, quand on peut avoir le plaisir finalement de se moquer de ça, parce qu'il y a aussi ce plaisir. Je n'aurais pas du tout envie d'être quelque chose où il faut faire peur, non. Mais plutôt de jouer de ces codes-là. Voilà. J'aimerais bien avoir quelque chose, une histoire où on pourrait jouer de ces codes-là pour pouvoir vraiment les mettre à nu, s'en moquer et en rire parce qu'ils nous font trop de mal.
Et du coup, vous écrire vous-même en rôle, réaliser, vous y avez pensé, vous avez enregistré 2 albums de musique, vous avez publié en livre, vous faites du théâtre, cinéma, voilà, comme ça, un peu pluridisciplinaire. Vous n'avez jamais eu cette envie d'écrire un scénario et de vous écrire le personnage que vous aimeriez jouer? Ouais, non, parce que je ne saurais pas l'écrire, en fait. Non, en fait, quand vous avez parlé d'interprète, vous avez vraiment mis le doigt sur quelque chose qui est assez juste, c'est-à-dire que j'adore aller dans des endroits où je n'avais pas prévu d'aller. Je crois que je suis bien souvent dans l'accident, ou dans le déplacement, ou dans le décalage. C'est quelque chose qui me va bien, en fait, de ne pas être tout à fait stable et de ne pas être dans un équilibre. Et de marcher avec une chaussure ou ce genre de choses, quoi. Voilà, ça me va bien comme ça. Et donc, c'est pour ça que je ne saurais pas toujours l'écrire. Parce que j'ai écrit, puisque j'ai écrit aussi un livre, et puis que dans ce spectacle Où es-tu, il y a des passages qu'on écrit. Mais ça, ce sont des choses différentes. Dans ces cas-là, j'aime bien écrire quelque chose, d'aller à la recherche finalement de ceux qu'on sent très fort, mais qu'on ne partage pas dans une conversation habituelle. Parce que dans une conversation habituelle, on parle de choses très normales, et on est habité par plein de choses qui ne le sont pas du tout, ou qui le sont, qui le sont autrement, en fait. Donc, je me dis, c'est intéressant aussi, quand on écrit, de parler de l'intime, mais de l'intime des rêves. J'adore raconter des rêves, ou de voir aussi les endroits où finalement, on échappe un peu à on échappe à l'attendu, voilà. Vous parlez des rêves, le livre que vous avez publié il y a 2 ans, Big Bang, c'est un peu ça. Je crois que vous dites, vous vous adressez à 2 présences de personnes silencieuses. L'époque où votre père est décédé et vous attendiez un enfant. Donc il y a toujours un peu de ça aussi, de rêve, d'invisible, voilà, ce passage entre la vie et la mort, en fait, finalement. C'est un peu ça, ce livre. Ouais, alors c'est vrai que j'aime beaucoup le mystère. J'adore que les personnages ont du mystère, même s'ils soient, quoi qu'ils soient, hein, j'aime bien qu'il y ait du mystère, qu'on sente qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Et donc c'est vrai que j'avais envie d'écrire un livre où je m'adresse à 2 présences qui ne sont plus là. Un qui serait mon père que j'ai perdu, et un qui serait un enfant qui allait venir. Et donc 2 présences qui ne sont plus là, mais dont la présence est tout à fait tangible, soit parce qu'elle a été, soit parce qu'elle va venir et que déjà je l'imagine. Et ensuite, je me suis amusée, évidemment, à jouer avec les codes de cette physique quantique que j'ai, observée étant enfant, puisque dans la physique quantique, qui est une physique folle, puisque c'est la physique de l'univers qui n'est pas celle de newtonienne, la raisonnable, celle de la Terre. C'est-à-dire que si je lance une pomme de Newton, elle va me revenir dans la main. Mais si je lance une pomme dans les lois de l'univers, elle va faire tout ce que j'aurais jamais prévu qu'elle fasse, en fait. Et donc, dans ces lois-là, on dit que les particules peuvent être là et pas là à la fois, ce qui est assez étonnant. Pour moi, c'était ça. Quand je pensais à la mort, je me disais, il est là et pas là à la fois, mais aussi un enfant qui est là et pas là à la fois, aussi dans lequel on projette déjà toute une vie, mais dans lequel on a plein d'intuitions, et comment on porte... Donc j'avais envie voilà, je me disais, tiens, c'est un livre qui me ressemblerait bien d'écrire en ce moment. Puis j'ai eu, en pensant en y mettant justement et les rêves et voilà, cette façon dont c'est incroyable quand même. Moi, je trouve ça incroyable que de temps en temps on dise, ah, tu te rappelles de... Non, il est mort, c'est pas vrai. Mais quand? Oh merde! Ah ouais, il y a 5 ans déjà. Ah ouais, enfin, je me dis, c'est fou qu'on soit capable d'avoir des conversations comme ça. Enfin, c'était dingue. J'en reviens pas. Ça me fait penser, c'est ça que je trouve incroyable dans le mystère, quoi. Et de se dire, un jour mon fils il aura 30 ans, ou un jour mon fils... Ça aussi, ça, c'est comme, faut dire, enfin, toutes ces choses-là. Donc j'avais envie un petit peu, voilà, d'écrire là-dessus d'une façon tout à fait... quand même faite de rêves, faite d'histoires, comme ça. Et c'est vrai que ce livre très personnel vous a donné d'autres envies d'écriture. On a parlé, en tout cas pas de scénario, ça, on l'a compris, mais quand même d'autres envies d'écriture. C'est quelque chose que vous voulez continuer, ou... Si je savais écrire des scénarios, j'adorerais, mais c'est pas parce que je ne sens pas que ce soit...
Mais voilà, bien sûr. Hein. Hier, on a vu la masterclass de Dora Tillier. Il y a Karine Silla qui est là. Enfin, je veux dire, il y a des personnes qui savent très bien, je veux dire, écrire. Et j'adorerais, ça serait super. Et je comprends que les actrices qui, en plus, savent écrire des scénarios peuvent se mettre aussi le rôle tel que... Ben, par contre, j'ai toujours généré des projets. Soit des adaptations au théâtre, ça beaucoup plus, soit l'envie, par exemple ce projet Où es-tu, ça c'est quelque chose, quand je rencontre des jeunes comédiens, je leur dis toujours, mais vraiment travailler ensemble, c'est ce que vous avez, et de sentir que ce sont des projets qui peuvent se faire en se faisant. Ça j'aime pas mal aussi, j'aime bien, au théâtre j'aime beaucoup l'écriture de plateau, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore le texte, mais on va le comprendre, puis on va l'écrire en le faisant, et ça va se passer. Comme travaille beaucoup Joël Pomera, par exemple, ou David Lescaut. Enfin, j'aime bien cette façon d'écrire au théâtre. Et dans les projets que j'ai montés au théâtre par moi-même, enfin, ou envie de monter, d'adapter, ça s'est toujours fait comme ça. J'aime beaucoup... alors, c'est peut-être pour ça que je ne serais pas une... Tant mieux, après tout. Bon, c'est vrai que j'ai la joie parfois de lire des coups, mais c'est pas là, des scénarios. Mais c'est vrai que ça doit être super de pouvoir s'inventer comme Charlie Chaplin, puisqu'on va aller voir cette exposition demain, toutes les merveilleuses histoires et tous les rôles qu'il a pu. Voilà, c'est extraordinaire. Un artiste comme lui qui sait écrire la musique, qui sait filmer, qui sait être drôle, qui sait être poétique, qui sait être engagé, qui sait être tellement audacieux. Voilà, ça c'est pour moi, c'est le top du top. Hein. Charlie Chaplin, je me dis, voilà, ça c'est extraordinaire. Ouais. Justement, on a évoqué votre carrière avec ces grands auteurs européens. À un moment donné, il y a ce basculement justement aux États-Unis avec Incognito de John Badham, U.S. Marshal de Stuart Baird. Comment s'est fait ce passage tout à coup de l'Europe aux États-Unis? C'était finalement la découverte d'un monde de cinéma totalement différente, passé dans une vision, on dira quand même plus commerciale peut-être de cet art. Alors, ça n'a jamais été conçu comme un passage, ni conçu comme une stratégie. Dans le sens qu'on m'a proposé à certains moments où j'avais vraiment des gros projets ou des choses comme ça qui... C'était aussi quand j'ai commencé à travailler au cinéma, un moment où on était soit acteur dans des films d'auteur, soit dans des films commerciaux. On ne passait pas de l'un à l'autre si facilement non plus. Hein. Donc aussi, je savais que j'avais envie de faire des films qui me touchent. Je m'en foutais vraiment qu'ils soient commerciaux et qu'ils soient... c'était pas pour moi du tout un critère. Je dis ça parce que l'autre jour, j'ai vu une image, une publicité, je me suis retournée 2 fois pour la regarder, je dis mais je me trompe ou... Et c'était en fait un espèce de bébé, ou peut-être qu'il avait 2 ans, et il disait « Plus tard, moi je serai, 3 petits points, commercial. » Je dis quoi? Et puis je voyais qu'il y avait écrit même, donc c'était en fait une entreprise qui vous aidait à devenir commercial, à commercialiser votre truc. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Aujourd'hui, évidemment, quand on est, comme on dit, commercial, on peut tout faire. C'était pas du tout le cas avant, et je veux dire, c'était au contraire, il y avait même une espèce de, ouais, mais ça c'est commercial, quoi. Enfin, il y avait un truc pour défendre aussi d'autres choses. Et donc, comment je suis venue aux États-Unis, c'est pas que je suis venue aux États-Unis parce qu'ils étaient déjà là avant. Parfois, j'ai dit bah non, pas ça. Mais par contre, il y a eu des rencontres. J'ai eu la chance de tourner avec Antonioni. Il y avait Peter Weller qui était là et qui m'a proposé Incognito. Je n'étais pas sûre que j'avais envie de le faire, mais il était très sympathique. Il me disait mais si, mais si. Là, je me suis dit bon, après tout, pour lui, je le fais. Après 2 semaines, il a été viré. Et je me suis retrouvée. Et c'était donc John Badham qui est venu très, comment dire, d'une façon très classe, reprendre les choses en main. Il avait fait Saturday Night Fever, en fait, et il avait déjà souvent repris des films en déroute, et il l'a fait de façon très classe. Mais c'est vrai que c'était voilà, blind date. Et puis sinon, ensuite, vous avez parlé de U.S. Marshal. Et bien là, j'ai travaillé avec Hugh Hudson, qui est un magnifique réalisateur anglais. Et son monteur, c'était Stuart Baird. Et Stuart Baird
allait réaliser donc US Marshall, qui était une espèce de gros blockbuster. Et donc, il me dit, ah, mais tu voudrais pas le faire. Et moi, ça faisait longtemps, en fait, qu'on m'avait dit, ah, mais vraiment, Irène, tu te cantonnes un peu trop dans des... Va voir ailleurs, etc. Et puis, je me suis dit, bon, bah là, pourquoi pas, avec Stuart, ça peut être tout à fait possible. Et c'était avec Tommy Lee Jones, Wesley Snipes et Robert Downey Jr. C'était vraiment incroyable pour moi d'observer ce monde-là. Je ne peux pas vous dire qu'en jouant, j'ai pris un pied de dingue, parce que non, on faisait tout d'un coup 25 prises, tout était prenait beaucoup de temps. Mais je me disais, est-ce que tu saurais ça, courir très fort en disant « Attends, attends !» ça. Et je me suis dit, bah ouais, tu sais le faire, c'est marrant quand même. Et puis ensuite, la rencontre de, par exemple, Tommy Lee Jones, c'était assez extraordinaire. Je suis contente de l'avoir rencontré, de l'avoir entendu, de l'avoir vu travailler. On a fait des lectures du scénario, on était tous les acteurs comme ça. Et il faut savoir que US Marshall, c'était la suite du Fugitif. Et le Fugitif avait fait un énorme succès. Et là, on ne pouvait pas reprendre un fugitif qui soit Harrison Ford, ce n'était pas possible, donc ils font US Marshall. Cette fois-ci, la star, c'est les policiers. Et donc, on se retrouve avec toute l'équipe qui avait déjà fait, donc Tommy Lee Jones, mais tous les autres acteurs. Et Wesley Snipes n'était pas venu à la lecture parce qu'il était occupé. mais voilà, on était... Voilà, il y avait... Et en fait, c'était très drôle parce que Tommy Lee Jones, il m'explique déjà que le Fugitif avait gagné l'Oscar du meilleur scénario alors qu'ils avaient changé complètement toujours le scénario. Pareil, ils l'ont fait en le faisant. Et là, pareil, donc Tommy Lee Jones, il commence à couper, mais quand je dis la moitié de ses répliques, c'est certainement plus de la moitié de ses répliques. Il considérait que le moins il en disait, le plus, voilà, d'autorité peut-être, ou le plus, je sais pas d'autorité, il disait pas ce mot, mais un peu plus, le plus Tommy Lee Jones, il serait quoi en tout cas. Et puis à un moment, il y avait une phrase, c'était écrit « I think we've got a fugitive ». Et il dit « Non, mais je ne veux pas dire ça, non, non ». Enfin, il voulait en dire le moins possible. C'était très, très, très drôle. D'habitude, les acteurs veulent toujours dire le plus possible. Il était très... Puis à ce moment-là, je me souviens, il disait « Oh là là, j'aimerais tellement faire des films d'auteur, qu'est-ce que je fais ?» Alors qu'il venait de faire comment s'appelait les espions là avec Men in Black. Ouais, Men in Black, c'était super. Mais il était là, j'aimerais tellement faire des films d'auteur. Où est-ce que Et puis là-dessus, il a réalisé, il nous avait montré son premier film qui était une adaptation de Eugène O'Neill, mais ensuite il a fait plein d'autres films et maintenant c'est vraiment devenu un réalisateur d'auteur. Donc il a vraiment réalisé son rêve. Parce qu'il disait toujours, moi ce qui me plaît c'est les chevaux, c'est mon ranch, ou alors des films d'auteur, et regarde ce que je fais. Et puis finalement il est devenu ce qu'il a voulu. Et il a tourné un magnifique western, justement, avec des chevaux. Voilà. Et puis il a une classe de dingue, et il est vraiment... Donc voilà, c'était vraiment une c'est pas qu'on a échangé autant, mais c'était étonnant de le voir travailler, vraiment. Ouais. Mais c'est vrai que vous évoquiez au début de la discussion l'acteur studio, l'autre méthode. Vous avez justement remarqué comme ça, en tournant dans différentes langues, dans différents pays, d'autres approches, d'autres méthodes, ce côté quand même plus acteur studio aux États-Unis, plus libre peut-être en France. Il y a quand même comme ça des différences qui sont tangibles, palpables ou pas vraiment? Alors, il y a d'autres, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres acteurs, par exemple, qui ont le grand talent pour improviser. C'était le cas, par exemple, pour Wesley Snipes. Et donc, lui, il disait tout ce qu'il voulait. C'était pas du tout le scénario, quoi. Je me disais, ah ouais, d'accord, je comprends, quoi. On l'engage, mais il vient faire le taf, c'est-à-dire qu'il fait aussi les dialogues, le scénario, l'énergie. Et les acteurs ont beaucoup de... Je trouve qu'ils ont beaucoup de... comment dire, de présence à prendre sur l'énergie d'une scène. Moi, je ne crois pas qu'il doit faire ça comme ça. Il faut faire... Enfin, ils sont très... Ils sont très forts en proposition, je trouve, aux États-Unis. Récemment, j'ai travaillé dans The Affair, la série The Affair au DOA, et je trouve avec les acteurs principaux, comme Dominic West, avec qui... souvent, c'est lui qui pouvait réorganiser les choses sans que ça fasse du tout... sans prendre l'autorité du tout sur le réalisateur. Ça se faisait vraiment en grand... je crois qu'il faut mettre la caméra ailleurs. Je crois qu'il faut qu'on commence par cette réponse. Et ça se faisait pas... Je me disais,
Enfin, je sentais que les comédiens n'étaient pas seulement des interprètes, pour le coup, mais des metteurs en scène de leur propre scène. Et parfois, brillamment, d'une certaine façon. Enfin, pour eux, en tout cas, brillamment. Parce que quand on patine dans une scène, comme ça arrive, il faut comprendre pourquoi. Parfois, il y a quelque chose qui va pouvoir faire que ça ne patinera plus. Ben, parfois, on n'est juste peut-être pas à la bonne distance. Si on rapprochait nos fauteuils, peut-être que ça se passerait mieux. Ou si on laissait peut-être 3 secondes avant de répondre, ou peut-être si tout d'un coup, ça nous embarrassait énormément cette question, la scène allait décoller. Ou est-ce que, enfin, qu'est-ce qui va faire que ça décolle? Parfois, ça ne décolle pas. On ne sait pas comment faire. Peut-être c'est mal écrit, il faut peut-être couper ça. Et dans ces cas-là, je trouve que... il y a certains... Dans une série comme c'était dans 10 affaires, peut-être le metteur en scène était très ouvert aux comédiens de proposer beaucoup. Il dit, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, d'accord. Tout en n'ayant pas du tout un manque d'autorité. Il restait le réalisateur, vraiment. Mais on pouvait vraiment... Enfin, je trouve qu'il y avait vraiment... J'ai senti vraiment ça, que ça peut se rediscuter le scénario. En France, on a quand même quelque chose avec le texte de très fort. On reçoit un scénario, enfin, c'est quand même un scénario. Enfin, je veux dire, c'est pas... On va pas le... Il y a certains metteurs en scène qui aiment bien que... Par exemple, je pense à Stéphane Brisé, qui aime bien qu'on ne regarde pas trop le scénario pour qu'on réinvente les dialogues. Il y en a, ou Rivette, qui ne donnait pas Alors, il y en a, bien sûr. Mais il y en a qui aiment bien aussi qu'on dise à la virgule tout ce qui a été écrit. On reste dans cette vision peut-être quand même plus auteuriste du cinéma en France, avec un auteur qui a écrit tout cet héritage justement des cahiers du cinéma, de la politique des auteurs, dont se sont peut-être toujours débarrassés les anglo-saxons, je ne sais pas. Les auteurs dont on a peut-être. Non, peut-être, c'est possible. C'est vrai que, oui, c'est possible. Oui, en tout cas, j'avais une pensée là-dessus récemment, mais je ne me souviens plus ce que c'est. C'est les tournages que vous racontez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, on parlait de musique, de très jazz, justement. Alors je sais que c'est ça que je voulais dire. Ouais. Parce qu'au théâtre ou au cinéma, les Américains ou les Anglais, ils adaptent énormément de livres. Et en fait, parce qu'ils en font... je dis ça parce que récemment, j'ai joué une adaptation de Marguerite Duras avec Cathy Mitchell, qui est une Anglaise. Et... une grande metteur en scène, et elle se moquait, elle disait toujours « Ah, on coupe ça, on coupe ça ». Moi, je dis « Mais non, attends, Cathy, non, attends, tu peux pas couper ça ». Enfin, moi, je faisais donc celle qui défendait à fond le texte en disant « Mais non ». Elle me disait « Mais vous, les Français, c'est ça, vous osez jamais toucher une ligne quand vous adaptez ». Et c'est vrai qu'on adapte beaucoup moins de livres au théâtre, parce que peut-être qu'on a ce respect ce truc de l'auteur, ouais, c'est vrai. Dont il faut, essayer de se libérer, ce que vous faites. Je ne sais pas, je trouve ça beau aussi, la façon dont deux cultures se répondent différemment. Vous voyez, Rohmer, on dirait que c'est tout à fait parlé, il fallait respecter les et les virgules près. Enfin, tout était écrit, alors que ça n'en a pas l'air. Et je crois qu'il y a des auteurs qui disent, écoute, moi, je veux que tu dises le texte tel que je l'ai écrit, parce que je l'ai vraiment pensé. Et c'est une autre approche, et elle est belle aussi. Ouais. Peut-être la même approche qu'il y a dans la musique. On a souvent entendu que l'anglais sera plus musical, plus libre, que le français sera quand même plus littéraire. C'est d'abord le sens du mot avant sa musicalité. Il y a aussi un peu ça. Vous avez enregistré deux albums en coécrit avec votre frère, Je sais nager. Il y a un peu ça aussi, vous pensez ? Dans ce côté où le français, on reste encore avec cette grande tradition littéraire du mot, du texte, alors que l'anglais, ça va être forcément tout de suite la musicalité qui peut-être va primer. C'est ce qu'on dit parfois, qui me semble en fait faux. Mais... Je sais pas, non, parce que le français aussi, il y a une musicalité de la langue, et puis je pense... Et puis, les Anglais ont l'impression que dans la tradition française, en fait, quand même... il y a quelque chose qui peut être aussi très subversif avec notre façon d'utiliser le langage, et on peut être... il y a aussi l'esprit qui est différent dans les deux cultures, qui passe... puisque là,
On va voir, il y a l'hommage à Bertrand Blier, c'est vrai qu'on voit aussi à la façon dont sont écrits, on ne peut pas non plus tout changer, je ne sais pas comment ça s'est fait, comment l'écriture se passe, mais enfin, oui, on est attaché à cette idée d'auteur, c'est vrai. Et pour peut-être justement de nouveau glisser sur la musique, là j'évoquais ce premier album que vous enregistrez en 2011, vous avez ces débuts de pianiste. La musique, c'est quelque chose au vous que vous aviez depuis l'enfance aussi en vous, que vous avez attendu de sortir à un moment donné. Il y avait quand même cette envie depuis très longtemps de passer à la musique et d'enregistrer vraiment en disque. Ouais, j'ai commencé en fait par faire un peu de violon, puis du piano, et puis vraiment l'instrument ça a été un ami pour moi quand j'étais toute la période d'adolescence. Et j'ai toujours dit à mes enfants, faut que vous jouez. Enfin, je leur ai toujours mis un instrument dans les mains. Et donc, je suis très reconnaissante à la musique en général de tout ce qu'elle apporte. Je me voyais vraiment dans mes premiers appartements que j'ai eus, rentrer avant même que la lumière soit mise, mettre d'abord le disque. Cette façon de vouloir poser un ADN à ses journées, à sa soirée, avec un morceau, avec un disque, avec un chanteur, Aujourd'hui, parfois, dans la vie un peu occupée, avec les enfants, la cuisine, etc., je ne prends plus parfois le temps de choisir un disque. Je vais mettre la radio, je vais mettre... Mais la musique apporte tellement, en fait. Et donc, quand on m'a proposé de venir chanter sur un disque ou sur un autre, j'ai trouvé ça très amusant, parce que je me suis dit, waouh, quel plaisir. Mais vraiment, je le faisais un peu, comment dire... Dans La double vie de Véronique, je jouais une chanteuse aussi. Et puis, j'ai fait beaucoup de projets musicaux avec des opéras, Perséphone, Jeanne Aubuchet, chansons de Bilitis. Toujours avec un grand plaisir de travailler avec des musiciens. Et puis voilà, et donc mon frère, c'était vraiment, j'ai 3 frères, et c'était mon frère avec qui je m'entendais si bien quand j'étais enfant. Je le trouvais génial, c'était mon soleil, enfin vraiment, je dis vraiment, j'étais reconnaissante d'exister, d'être dans la famille, quoi. C'était Francis, quoi. Ensuite, on a partagé 3 ans en colocation un appartement, puis il est parti au Brésil, puis il est parti aux États-Unis. Et puis, je me suis dit, c'est vrai, maintenant on va se voir et alors ça va, et puis les enfants, ah ouais, et puis pourquoi pas faire une aventure ensemble? Ça va nous remettre dans cette joie qu'il y avait eu. Et on a fait ces 2 projets ensemble, qu'on a écrits. Il faisait la musique, hein, moi j'écrivais des paroles. Justement, je me suis beaucoup... ça m'a beaucoup plu d'écrire le disque, et j'aime beaucoup... En tout cas, ce premier disque, Je sais nager, je le trouve original. J'aime beaucoup il me ressemble, en tout cas, je trouve, et il lui ressemble, et il nous ressemble. Et j'étais contente. On l'a tourné vraiment en Colombie, aux États-Unis, parce qu'il habite les États-Unis, un peu en France, mais à la force du poignet, parce qu'on n'avait pas ni tourneur ni quoi que ce soit. Donc chaque fois, et ça a été une belle aventure. Donc voilà, je trouve que c'était une façon de rendre vivant un lien en mettant en jeu quelque chose, une histoire ensemble. Et il y a du coup pour vous des similitudes justement que le travail de comédienne et de musicienne, il s'agit chaque fois de se mettre quand même des mots en bouche, il y a la notion du jeu à chaque fois. L'un nourrit l'autre quand même, vous pensez ? De chanter et de jouer la comédie, voilà, de mettre des mots. Il y a un jeu dans les deux finalement. Vous êtes peut-être un petit peu en personnage aussi quand vous êtes chanteuse sur scène. En tout cas, c'est un plaisir déjà d'entendre sur scène la musique. J'aime la façon dont les musiciens se préparent à la scène, que j'ai l'impression moins traqueuse que les comédiens. Et du coup, j'en prends beaucoup. Puisqu'ils sont toujours avec leur instrument. Donc, ils sont sur scène comme ils vont être voilà. Et puis, il faut que ça se passe, il faut donner... Et puis... là, en ce moment, par exemple, sur ce projet Où es-tu avec Renan, c'est vraiment une joie pour moi de l'entendre jouer, de l'entendre chanter et de partager la même scène ensemble.
et d'être remplie des chansons qu'elle chante et de les chanter le soir ou le matin, ou me rendre compte que finalement, ça laisse une empreinte. Et c'est une empreinte qui me plaît. Justement, on vous retrouvera avec ce projet, puisqu'il va être temps de prendre congé à la Fondation Michalski, donc dimanche, ce projet Où es-tu avec Keren Anne. Et avant de vous dire au revoir, peut-être en mots sur, voilà, en film, les derniers que vous avez tournés avec Bernard Stora, Villa Caprice, réalisé par Bernard Stora, avec Nils Arestrup, Patrick Bruel, qui est un de ces films victimes de l'année 2020 étrange qu'on a vécue, qu'aurait dû sortir 2 fois, qui va pas qu'on va pouvoir revoir prochainement, normalement, on espère. Voilà, mais pas de calendrier du tout pour le moment, en fait. Dans le sens que c'est vrai que beaucoup de films vont avoir du mal à trouver un créneau pour sortir. Est-ce que certains vont choisir d'attendre ou dans plateforme? Je ne sais pas, hein, on va voir. C'est pareil pour le théâtre, il y a beaucoup d'embouteillages, beaucoup de créations qui se sont faites et qui vont attendre pour la diffusion. Moi, je me réjouis d'aller au cinéma. Je suis tellement contente pour vous que les cinémas aient ouvert. Je sais que toutes les spectacles, non, toutes les salles sont pleines, qu'on ne peut pas aller prendre des billets. Mais j'ai l'impression que dès que ce sera possible, on va y aller. Enfin, vraiment, on va se retrouver là. Et bien sûr que il y aura des bleus, dans le sens qu'il y a des films qui ne vont pas pouvoir sortir comme ils auraient aimé, des pièces qui pas jouer comme elles auraient aimé, ou des concerts aussi qui ne pourront pas toujours être reportés. Mais voilà, l'important c'est que ça reprenne et qu'on se retrouve très très vite. Voilà, se retrouver, je pense que c'est un beau mot de la fin, surtout pour conclure une conversation dans le cadre des rencontres 7e art. Encore merci pour votre présence, Irène Jacob, et ce moment de partage. Et merci à l'EJMA de nous avoir accueillis. Et on vous dit à très vite, rendez-vous dans les salles. Au revoir.